Rebonjour, donc je vous propose qu'on parle des tumeurs cutanées et bien sûr du mélanome. J'ai avec moi Caroline Robert et Émilie Routier. Émilie, on commence avec toi avec les formes métastatiques. Tout à fait. Merci. Je suis ravie d'être avec vous ce soir pour vous parler des nouvelles données mélanome pour l'ASCO 2023. Donc, je vais vous parler des traitements des mélanomes métastatiques et Caroline parlera de l'adjuvant, du néoadjuvant et un petit mot sur les carcinomes cutanés. Un petit rappel de contexte, dans le mélanome métastatique, on a d'un côté les thérapies ciblées anti-BRAF, anti-MEK, avec des survies à 5 ans pour les thérapies ciblées de 30 à 34,7%. Et pour l'immunothérapie, la double immunothérapie, Ipi/Nivo, avec une survie à 6,5% de 49%, pour le nivolumab à 42%. L'année dernière, on avait parlé déjà de la phase 3 d'un anti-LAG, le relatlimab associé au nivolumab. Et cette année, on a un update avec un suivi moyen de 25 mois. Donc, c'est un essai de phase 3 qui a évalué le nivolumab associé au relatlimab, randomisé 1 pour 1, comparé au nivolumab pour les patients en première ligne. On avait déjà l'année dernière une PFS qui était significativement supérieure, avec, je ne sais pas si on peut pointer, non, bon, avec un bénéfice particulier sur le sous-groupe pour les PD1 négatifs. On a donc obtenu une AMM avec cette restriction. À l'ASCO cette année, donc pour le suivi à 25 mois, on a toujours une survie sans progression qui est significativement avec un hazard ratio à 0,81. Pas de différence encore sur la survie globale, on est peut-être encore un petit peu tôt. On a un autre anti-LAG qui a été présenté avec une phase 2, le fianlimab, associé au semiplimab, qui est un autre anti-PD1 qui a une AMM dans le carcinome épidermoïde. 2 cohortes de patients naïfs d'anti-PD1, une autre cohorte pour des patients soit traités en néoadjuvant, soit en adjuvant, avec sur 18 patients, 13 patients qui avaient reçu un anti-PD1. Des critères d'inclusion, d'exclusion assez classiques. On a exclu les mélanomes UVO. Quand on regroupe les 3 cohortes, on a 98 patients avec un taux de réponse de 61%, donc très encourageant. Bien sûr, ça reste une phase 2, un petit nombre de patients, mais une réponse qui perdure dans le temps. Un profil de tolérance assez superposable aux anti-PD1 en monothérapie, avec un petit signal tout de même, 11% d'insuffisance corticotrope, donc un peu supérieur à la simple immunothérapie. On a ensuite eu l'essai IGNAC, donc là on passe sur les injections intratumorales, auxquelles on a largement participé avec Edith Michel et toute notre équipe de radiologues interventionnels. Donc on a évalué le RP1, qui est un virus oncolytique, en injection intratumorale associé au nivolumab. La particularité de cet essai, c'était des patients résistants aux anti-PD1. Ils ont reçu 7 injections intratumorales, soit sur des localisations superficielles, donc des nodules sous-cutanés, des ganglions, mais aussi des métastases viscérales, des métastases hépatiques, pulmonaires ou autres. La première injection était en monothérapie. Il y avait ensuite 7 injections associées au nivolumab et un traitement d'entretien par nivolumab. Sur l'ensemble des patients, donc il y avait plein de sous-cohortes. On avait des patients en échappement au traitement adjuvant, en échappement aux anti-PD1 ou aux anti-CTLA4, des patients stade 3, des patients stade 4, des résistants primaires, des résistants secondaires, et on a un taux de réponse de 37,4%. Donc chez les patients résistants à un anti-PD1, des résultats plus qu'encourageants. On attend le design de la phase 3. Les réponses étaient bien sûr sur les localisations injectées, mais aussi sur les localisations non injectées. Et je passe la parole maintenant à Caroline. Merci. Donc on va parler des stades un peu plus précoces. Le contexte, que vous sachiez, donc les stades 3 régionaux et les stades 4 réséqués bénéficient depuis maintenant plusieurs années de 2 possibilités. Soit ils sont mutés BRAF
Au stade 3, ils peuvent être traités pendant 1 an par dabrafénib, trametinib, la double thérapie ciblée, soit, quel que soit le statut mutationnel de BRAF, peuvent être traités par nivolumab ou pembrolizumab, donc un anti-PD1 en monothérapie pendant 1 an. Est-ce que tu peux brièvement nous rappeler ce que sont les stades 3 et 4 ? Oui, alors le stade 4, c'est le stade métastatique réséqué, donc c'est des patients oligométastatiques. On peut opérer 1 ou 2 métastases, il n'y a plus rien, mais on sait que c'est hyper risqué de récidive. Le stade 3, c'est le stade régional. Le plus souvent, c'est ganglionnaire, c'est des cancers très lympophiles, mais parfois il y a des métastases en transit, mais du moment que c'est dans la même zone, c'est le stade régional. Le stade, donc, ces AMM, avec un hasard ratio de 0,5 pour la survie sans récidive, donc ça protège quand même bien. Et de façon étonnante, alors que maintenant on sait très bien qu'on ne va pas commencer une thérapie ciblée pour un patient métastatique parce que la durée de la réponse, même si le taux de réponse est très élevé, elle est vraiment inférieure à celle de l'immunothérapie. Au stade adjuvant, quand on a donc très peu de tumeurs résiduelles, ou très peu puisqu'on ne voit rien, on a une protection qui se maintient. Donc on n'hésite pas, nous, en adjuvant, à mettre de la thérapie ciblée, surtout sur les petits stades, les stades sentinelles positifs. Pour quelle durée en pratique ? 1 an. Le stade 2, B et C, donc là on est dans un mélanome qui n'a pas d'atteinte ganglionnaire, qui est épais, qui fait soit 2 mm ulcérés, soit 4 mm. On sait que c'est des facteurs de primitifs qui sont très mauvais, alors même qu'il n'y a pas de métastase ganglionnaire. Mais en fait, je vous montre d'ailleurs des courbes de survie tout à l'heure, en fait, on a un mauvais pronostic pour ces stades-là. Et on a un anti-PD1, soit le niveau, soit le Pembro, les deux ont montré une protection avec un hasard ratio entre 0,42 et 0,62, nivolumab, pembrolizumab versus placebo. Donc on a ces AMM. Donc ça, c'est le contexte. Alors, ça c'est quand même, encore une fois, parce que Émilie, tu l'as dit très modestement, mais je voudrais dire que le LAG3, c'est quand même le mélanome qui nous fait rentrer dans les anti-LAG. C'est quand même un peu pionnier. Et là encore, ce vaccin personnalisé qui est... Donc déjà, le fait qu'il soit personnalisé, c'est quand même un peu original. Et deuxièmement, c'est un vaccin à base d'ARN. Bon, on a fait beaucoup de progrès avec les vaccins ARN du fait de vaccination contre la Covid. Mais là, donc, c'est les deux combinés. Donc en fait, les patients au stade adjuvant, ils ont un mélanome régional macroscopique, on prend un bout de tumeur, on le séquence, et en 6 semaines, on arrive à voir si les mutations qu'on trouve dans la tumeur par rapport à l'ADN constitutionnel, les néo-antigènes associés, donc a priori associés à la tumeur, sont exprimés au niveau de l'ARN. Ensuite, on regarde avec des algorithmes qui maintenant sont disponibles s'ils vont être présentés dans le contexte HLA du patient. Et on fabrique un ARN, un long ARN qui contient toutes les mutations, en pratique 34 mutations quasiment à chaque fois, pour chaque patient. Ce n'est pas les mêmes mutations, ce serait plus pratique. Et on met ça dans une petite vésicule lipidique qu'on injecte en intramusculaire. Et l'intérêt des vaccins ARN, c'est qu'ils sont traduits dans la cellule, ils sont présentés, mais en plus ils sont présentés dans les 2 pathways, donc ils peuvent être présentés par les classes 1 et les classes 2, et ils peuvent générer donc des lymphocytes cytotoxiques ou des anticorps. Et donc, ce tour de force, quand même, a été réalisé dans cet essai qui a été présenté à la ACR récemment. On n'a pas fait de post-ACR, mais on a maintenant des données, en plus de la survie sans récidive, on a des données de la survie sans métastase à distance. C'est un essai de phase 2, une randomisation 2/1, une randomisation versus le bras contrôle qui était le pembrolizumab chez des patients donc de stade 3 réséqués ou 4 réséqués. Et on a donc le bras actif en rouge. On a un hasard ratio autour de 0,5. Vous voyez, vous pouvez peut-être lire, moi je ne peux pas d'ici, mais l'intervalle de confiance, il dépasse 1, donc on n'est pas vraiment sur le plan statistique strictement, on n'est pas hyper positif, mais en fait on a une forte tendance et c'est extrêmement encourageant. Quand on regarde les récidives sans métastase à distance, donc ça c'est les patients qui ont récidivé pas sur leur zone ganglionnaire opérée mais ailleurs, c'est encore mieux, le hasard ratio il est autour de 0,3, 0,4, donc c'est quand même hyper encourageant. Et puis bon, ça ouvre une voie quand même, on voit que c'est possible.
Le bras expérimental, c'était uniquement le vaccin ou il y avait du Pimbro aussi? Non, non, le bras expérimental, c'est plus Pimbro, pardon. Les deux. Et le temps de faire le vaccin, tu as l'injection du vaccin qui commence entre la 3e et la 5e injection de Pimbro, qui lui-même est injecté toutes les 3 semaines. Vous voyez que la séparation, elle est tard, hein, elle est à 40 semaines. C'est peut-être du fait que le vaccin est injecté après. C'est intéressant, mais je vous rappelle qu'on vous a présenté au post-ESMO un essai adjuvant versus néoadjuvant de pembrolizumab avec le même hazard ratio. C'est-à-dire qu'on a le même type de bénéfice si on commence le pembrolizumab avant l'intervention. Donc maintenant, on se dit peut-être qu'il faudrait faire un néoadjuvant avant et après vacciner. Enfin, ça va presque trop vite parce que maintenant, les essais adjuvants qui empêchent d'inclure des patients traités en néoadjuvant, on va être un petit peu embarrassé. Enfin, c'est bien d'être embarrassé parce qu'il y a trop de choses qui marchent, mais voilà. Donc, c'est quand même une nouveauté. Ça ne marche pas, la diapo. Voilà. Néoadjuvant, en fait, je vous ai quand même mis une diapo néoadjuvant, bien qu'on n'ait pas eu de grand scoop, parce que là, il y a un essai de phase 3 qui est en train de courir. En fait, le grand scoop, c'était cet essai néoadjuvant qui a été présenté à l'ESMO. En gros, on sait que les patients qui ont des métastases résécables, il vaut mieux les traiter en néoadjuvant. L'immunothérapie, c'est mieux que la thérapie ciblée dans les cas BRAF mutés. Que la combinaison ipi-nivo, c'est plus efficace, mais bien sûr plus toxique que l'anti-PD1. Et il y avait un poster qui montrait que quand on a, avant l'intervention, une signature interféron, c'est-à-dire une signature transcriptomique qui montre qu'il y a beaucoup de lymphocytes activés sur place, en gros, ça peut se faire assez vite. En fait, le traitement néoadjuvant par anti-PD1 tout seul a l'air de suffire. Mais je ne l'ai pas détaillé parce que c'est franchement des petits groupes de patients, mais c'est intéressant pour générer des hypothèses. Alors que quand la signature interféron est très basse, il n'y a pas de lymphocytes sur place, en gros, il faudrait mieux de l'ipi-nivo à forte dose, mais c'est plus toxique. Donc on va peut-être commencer à avoir des marqueurs qui vont nous dire quel traitement néoadjuvant utiliser. Alors, ensuite, on va passer sur les stades 2. Je ne sais pas pourquoi. Alors, les stades 2 réséqués. Voilà, je vous montre un exemple d'horreur de stade 2 qu'on n'aime pas du tout voir. Hein. C'est un mélanome épais, vous voyez qu'il est ulcéré. Et je vous montre les courbes de survie des stades 2, B et C. Donc, c'est les courbes les plus basses. C'est franchement des patients qui évoluent mal. Et donc, ces patients, ils ont une AMM avec l'anti-PD1 en monothérapie. Les deux anti-PD1, et on a eu comme résultat à l'ASCO l'évolution sans métastase à distance, alors qu'on avait déjà l'évolution sans récidive tout venant. Donc vous voyez qu'on a un hazard ratio qui est à peu près compatible. C'est pembrolizumab versus observation à gauche. Et à droite, c'est avec le nivolumab. On a une protection qui a l'air un peu meilleure, alors que pour nous, le niveau et le Pimbro, normalement, c'est normal. Et puis, il y a juste eu une présentation qui essayait de nous faire la différence entre les biomarqueurs prédictifs de réponse et les biomarqueurs pronostiques, tout simplement. En gros, on voit que le meilleur indicateur pronostique, c'est le taux de mutation. Ce n'est pas très étonnant. Taux de mutation, on sait que c'est quand même très associé à la réponse à l'immunothérapie. Ah, pardon. Alors, juste, on sort du mélanome. Le traitement néoadjuvant pour les cancers, les carcinomes épidermoïdes cutanés. En fait, c'est très fréquent, les carcinomes épidermoïdes cutanés. Et on a depuis maintenant quelques années une AMM avec le cemiplimab, qui est un anti-PD1 qui marche très bien, sauf qu'on est très frustré parce qu'il n'est pas remboursé. Et là, on essaye deux traitements, soit le nivolumab en monothérapie, 2 injections, soit la combinaison au début nivolumab-ipilimumab avec le traitement petite dose d'ipilimumab, suivi d'une injection de nivolumab et en néoadjuvant. Donc on opère après. C'est un tout petit essai. Il a été présenté quand même à l'oral. Il est assez intéressant. Donc, il y a même pas 30 patients, il y a 20, 25, 26 patients dans chaque bras. Mais il y a eu des réponses tellement bonnes qu'il y a 9 sur les 10 patients qui n'ont pas été opérés, il y en a 9 qui n'ont pas été opérés parce qu'ils ont trouvé que en fait, c'était parti, qu'il n'y avait même plus de raison de les opérer. Donc ça, c'est plutôt bon signe. Et ça marche.
Ouais, j'ai pas le fluide. Regardez les réponses. Regardez ce waterfall. Donc en gris, c'est les réponses complètes pathologiques. En vert, c'est les réponses presque complètes. Donc major pathological response quand il y a moins de 10% de cellules viables qui restent. Ensuite, il y a des réponses partielles en orange. Vous voyez qu'on a 54 et 58% de réponses majeures sur le plan pathologique, et c'est des gens qui ne récidivent pas. Bon, on n'a pas un recul très important, mais c'est vraiment, ça donne envie de faire ça. Et ils ont, de façon intéressante, ils ont fait une évaluation de la qualité de vie. Donc, c'est pas très étonnant que les gens qui n'ont pas été opérés ont une meilleure qualité de vie que les gens qui ont été opérés et radiothérapés. Mais ils ont fait aussi une évaluation économique, et vraiment, même si ça coûte cher, l'immunothérapie, 2 injections d'immunothérapie, c'est moins cher que tout le tralala de la chirurgie, de la radiothérapie. Donc c'est quand même une nouvelle façon, une nouvelle vision des choses, et nous on est très convaincus qu'on va traiter tous nos patients en néoadjuvant par immunothérapie, même les patients opérables. Idem pour les patients atteints de carcinome de Merkel d'ailleurs. Alors voilà, en conclusion, on est quand même pionnier avec les anti-lag, les vaccins ARN personnalisés. On a toujours Ipi-Nivo qui reste notre gold standard en termes d'efficacité, mais malheureusement aussi en termes de toxicité. On a quand même les virus oncolytiques. On a été déçus que l'essai Amgen soit négatif. C'était un essai virus oncolytique plus anti-PD1 versus anti-PD1. Ça a été un petit peu un coup dans l'aile des virus oncolytiques, mais quand même, on trouve avec Émilie que ces résultats, ils sont intéressants, ces résultats de Ignite. Et puis, toute cette nouvelle prise en charge avec la chirurgie qui recule un peu, et les traitements systémiques qui avancent et qui sont de plus en plus tôt. Donc ça bouge beaucoup. Bravo, super. Peut-être une question sur la toxicité. Je crois que c'était Émilie qui en a parlé des anti-lag avec les insuffisances surrénaliennes. Est-ce que, d'une part, elles surviennent précocement ou non? Et est-ce qu'elles sont réversibles? Est-ce qu'on sait? Alors non, en règle générale, quand ça apparaît, c'est pas réversible. Donc après, ils sont substitués par hydrocortisone. Le problème, quand même, c'est une toxicité qu'on considère assez sévère parce qu'il y a une certaine éducation quand il y a un risque de décompensation. Donc ça reste sévère, même si c'est juste traité par façon substitutive. Et là, le délai dans cette étude, je ne me rappelle pas par contre. Quel délai c'était? Avez-vous d'autres questions? Oui. Merci, magnifique. Donc effectivement, le V940, on est très enthousiaste de cette thérapie néo-antigénique. Est-ce qu'il y a des échecs de production? Parce que tu nous as donné l'intervalle de production qui peut être un peu différé par rapport à l'instauration du Pimbro. Mais est-ce que parfois on n'arrivait pas à générer cette stratégie? Très peu, très peu. Je ne me rappelle pas le nombre exact de patients, mais dans la grande majorité des cas, ça a été possible. Plus de 80% des cas, ils ont été très embêtés par le Covid et ils ont été obligés de mettre quelques patients dans le bras Pimbro parce qu'il y avait le Covid et ils n'ont pas pu faire ce qu'il fallait, opérer. Mais la production, non, c'était remarquablement efficace. C'est étonnant. Ouais. D'autres questions? Je n'en vois plus a priori. Je vais vous remercier et vous restez avec nous. On va parler de soins de support et de médecine connectée tout de suite. Merci beaucoup.